Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Ici Ruben Antoine, votre animateur de l'investisseur transformé. Nous arrivons à un moment de l'année que j'attendais avec impatience parce que la semaine prochaine, c'est enfin les Olympiques qui vont commencer. Et je suis vraiment excité aussi de lancer cet épisode spécial où nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir comme invité le champion et médaillé d'or Bruni Surin, qui est en fait aussi notre chef de mission pour l'équipe Canada aux Olympiques de Paris 2024. Bruni Surin, c'est un homme à succès, mais qui est resté humble et généreux. Et dans notre conversation, vous allez voir que nous abordons le parcours inspirant de Bruni sous un angle financier, en parlant par exemple de sa relation avec l'argent, des sacrifices qu'il a dû faire pour atteindre ses réussites athlétiques et financières, mais aussi tous les défis de l'après-carrière olympique et de la transition vers la retraite. Et pour finir aussi, ses investissements et ses projets entrepreneuriaux et bien plus. Donc, c'est une super conversation que je vous invite à, s'il vous plaît, partager avec votre entourage. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Bruni, merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur notre podcast. Ça me fait plaisir. Écoute Bruni, tu es un homme accompli, ça on le sait tous. Tu as porté et portes encore plusieurs chapeaux. Quand on parle par exemple d'athlète, champion olympique, médaille d'or, tu as été un gérant d'athlète, tu es maintenant entrepreneur, investisseur immobilier, philanthrope, conférencier, époux, père de famille. Et j'en perds mon souffle tellement il y en a là. Et maintenant, il ne faut pas oublier que tu es aussi le chef de mission Équipe Canada pour les Olympiques de Paris 2024. Donc, dis-moi Bruni, avec tous ces titres et ces rôles, comment on présente quelqu'un comme toi? Des fois, tu sais, quand on voyage, on nous demande notre occupation. Je me demande toujours, qu'est-ce que je mets? Exact. C'est sûr que j'ai beaucoup de chapeaux, j'ai beaucoup de projets, mais heureusement, je fais ce que j'aime. Ça fonctionne bien, heureusement. Pour moi, la vie est belle, mais moi, il n'y a aucun rêve, aucun objectif que j'avais dans mon cœur que je vais laisser de côté. Je veux vraiment vivre ma vie pleinement. Ah, tant mieux. Puis ton récent rôle là, que tu t'es embarqué dedans, chef de mission de la délégation canadienne, en quoi ça consiste? Le rôle de chef de mission, c'est vraiment un rôle de leadership. Je vais être le porte-parole d'équipe Canada. Je vais être là aussi comme support aux athlètes, bien qu'ils ont déjà leur entraîneur, psychologue et ainsi de suite. Moi, je vais être là comme en backup. Je leur dis, si vous avez besoin d'une question ou si ça va être votre première fois aux Jeux olympiques, que vous êtes nerveux, je peux être là pour vous donner des cues, des conseils, parce que j'ai participé quand même à 4 Jeux olympiques. J'ai quand même un peu d'expérience là-dedans. Donc, Je pense que ouais. Donc, je peux partager ça avec nos athlètes. Donc, dans quelques jours, on va avoir les Jeux, les opening ceremony. L'ouverture. L'ouverture, la cérémonie. C'est ça qui arrive quand tu travailles avec les athlètes anglophones, francophones, tu mélanges les deux en même temps. C'est ça. Mais j'ai bien hâte. On a une très bonne équipe. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs athlètes, de pratiquer d'autres sports que l'athlétisme pour voir vraiment les enjeux, pour bien comprendre les sports et bien les comprendre quand je vais être directement sur le terrain avec eux. Je suis sûr que les athlètes et toute l'équipe canadienne sont très privilégiés de t'avoir avec ton bagage d'expérience. À travers les questions durant notre conversation, Bruni, c'est sûr qu'on va savoir un peu plus sur toi, personnellement, et sur ton parcours. Mais on est sur un podcast sur l'argent, hein? Donc, avant de faire connaissance personnellement, on va rapidement faire connaissance financièrement. Donc, je vais te poser quelques questions rapides. Oui. Si je te dis le mot argent, en quelques mots, ça te fait penser à quoi? Nécessité, il faut savoir comment on l'utilise. Ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose aussi que si on est trop obsessif, ça peut nous rendre fous, ça peut nous faire avoir des ennemis, de l'envie. Ça va des deux côtés. Mais moi, j'ai toujours regardé l'argent du bon côté, de bien l'utiliser et d'aider aussi son prochain du mieux qu'on peut avec cet argent-là. OK. Si je te demanderais, c'était quoi ton meilleur investissement, très rapidement? Meilleur investissement au niveau monétaire, j'ai présentement un placement que j'ai avec un grand entrepreneur québécois, Luc Poirier.
Donc, je suis conscient que quand ça va se vendre, que ça va être un très, très bon placement. Je pense que ça va être le meilleur quand ça va être vendu, mais le meilleur maintenant, j'ai quelques condos que j'ai fait quelques centaines de milliers de dollars avec. OK, donc on est dans l'immobilier. Et puis si on parle du troisième question, ton pire investissement, c'était quoi? Pire investissement, j'avais déjà eu une collection, une ligne de suppléments alimentaires dans ce temps-là qui était, je dirais, trop avant-gardiste parce que c'était tout liquide, vraiment avancé au niveau sportif et tout ça. C'était avant son temps, là. C'était avant son temps. À un moment donné, quand on commençait à être on allait commencer à rentrer dans notre argent, si on peut dire. Là, il y a eu une nouvelle réglementation dans le temps avec le fameux NPN, qu'on appelle comme un numéro officiel de Santé Canada. Puis, avec toutes les études qu'on a fait avec les chimistes et tout ça, j'avais décidé de tirer la plug parce que c'était beaucoup trop d'investissement et beaucoup trop risqué aussi. Moi, j'en connais qui ont continué de se battre contre le système, si on peut dire. Il y en a beaucoup qui ont perdu des millions et des millions. Moi, je voulais pas aller là. OK, OK. Point de vue d'investissement, ça n'a pas été un jackpot, comme on dit. Mais t'as limité tes pertes. Exactement. Puis ça, c'est le risque typique de l'entrepreneur, là. Des fois, ça marche pas. Puis une autre question, ta dépense la plus folle, c'était quoi? À un moment donné, je me suis gâté. J'avais acheté une Porsche dans le temps. Faut se faire plaisir quand même. Pour me faire plaisir. C'est sûr qu'une Porsche, oui, ça coûte cher et ça coûte cher d'entretien aussi. À chaque fois qu'il y avait un petit problème, écoute, tu sors pas du garage en bas de 2-3 000 $. Exact. Je l'ai eu pendant quelques années. Après ça, je me suis dit, je vais massager un peu. Là. OK. Et puis, dernière question dans ce petit tour d'horizon de te connaître un peu financièrement. Sans dévoiler des montants précis ou d'informations confidentielles, est-ce qu'on fait plus d'argent en tant qu'athlète olympique, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur immobilier ou en tant que conférencier reconnu? Je pourrais dire peut-être autant quand j'étais, je vais dire, dans le top aussi, mais c'est une combinaison. Si je parle d'un niveau entrepreneuriat, ça va être, je mets aussi le côté conférencier aussi. Ah oui, j'avoue. Que ce soit conférencier, ça équivaut quand j'étais athlète. C'est pour ça que je me dis, dès le début, je te dis que je me compte vraiment, j'aime pas dire chanceux, privilégié, même après la carrière. Il y a plusieurs chapeaux que je mène, plusieurs choses que je fais qui rapportent, mais tout ça mis ensemble, ça va être l'équivalent de, je pourrais dire, par année quand j'étais presque dans le top au monde en athlétisme. OK. Donc, on va se reporter un peu en arrière. Comme qu'on le sait, notre relation avec l'argent, ça commence à se forger dès un jeune âge. Quand on est enfant, ça dépend des obstacles qu'on doit surmonter personnellement ou avec notre famille ou aussi de voir comment nos parents gèrent ou réagissent par rapport aux finances familiales. Donc, si je parle de toi, parle-nous un peu de ton enfance puis comment ton cheminement personnel a influencé ton rapport avec l'argent. Moi, j'ai toujours eu, encore aujourd'hui, beaucoup de respect, si on peut dire ça, avec l'argent. J'ai toujours eu, depuis mon jeune âge, avec les parents aussi, je voyais, c'est de bien le gérer. C'est sûr que mes parents sont pas nés avec la cuillère, c'est pas la cuillère d'argent, on dit l'expression. Exact. On avait, je me rappelle en Haïti, on avait le minimum pour vivre. J'étais jamais dans, je pourrais dire pauvreté. J'avais toujours quelque chose à manger. Mes parents ont toujours travaillé très fort. J'ai toujours aussi appris que la chose très importante, c'est que d'être heureux avec qu'est-ce que j'avais. Oui, avant, j'avais peu, mes parents avaient peu, mais en même temps, on était heureux avec qu'est-ce qu'on avait. Puis l'exemple parfait que je peux donner, c'est l'exemple que j'ai toujours dans ma tête. Je me rappelle, mes parents m'avaient donné comme cadeau une bicyclette. Je me rappelle tellement, il s'appelait c'est Z Leader. Puis ça coûtait genre 80 $. Puis moi, j'avais mon ami, un de mes meilleurs amis dans ce temps-là, lui, il avait le motocross. Tu sais, c'était comme vraiment, ouais. Puis ça valait, je me rappelle encore, c'était 225 $, ça coûtait là. Lui était cool. Puis il y avait un ressort, tu pouvais embarquer comme genre 3 sur le vélo et tout ça. Mais moi, j'étais heureux avec le mien. Puis je me rappelle tellement, mon ami, il me dit, est-ce que tu veux échanger de vélo pour aujourd'hui? Tu prends le mien et moi, je prends le tien. Puis j'avais dit non, c'était correct. Je pense que j'avais juste essayé pour l'essayer, mais j'étais heureux avec qu'est-ce que moi j'avais. Je pense que c'est ça qui est important. C'est pour ça, en début de la conversation aussi, je dis comme ce rapport-là avec l'argent. Moi, j'ai toujours dit, écoute, je suis heureux avec qu'est-ce que j'ai. Puis par rapport à ça, il y aurait pu avoir de la jalousie. Pour dire, là, c'est pas juste, mon ami, lui, a un vélo qui vaut presque 3 fois le mien, c'est pas juste, je vais être envieux de lui, mais ça n'a jamais été ça. Mais malheureusement, c'est ça que je trouve plate qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup des fois, quand on montre qu'est-ce qu'on a, quoi que ce soit, il y a des gens qui vont avoir envie, qui vont être envieux de ça, des fois, qui vont parler mal. La jalousie, ça peut, par rapport à l'argent, moi, j'ai vécu des cas comme ça, puis je trouve ça dommage.
Ce que tu viens de dire, je le comprends parfaitement. Ça dépend vraiment si on a une relation saine avec l'argent ou non, parce que les gens dont les réussites d'autres personnes suscitent de l'envie ou de la jalousie chez eux, c'est qu'ils n'ont pas les bonnes valeurs par rapport à ça, parce que, au contraire, voir quelqu'un qui nous ressemble, qui réussit, qui avance bien dans son domaine, ça doit plutôt susciter de la motivation, ça doit plutôt susciter des incitations à vouloir aller plus loin dans chacun dans notre domaine, de voir quelqu'un qui réussit. Donc, ça en dit beaucoup. Puis ces valeurs financières-là, ça se bâtit très jeune, tu sais. Toi, je sais que toi et ta famille, vous avez quitté Haïti, tu avais 7 ans, je pense. Ouais. Pour venir au Canada. Puis ça, c'est le parcours typique de l'immigrant, hein, qui laisse tout. Ouais. La famille et tout, la société où ils vivaient pour aller chercher des opportunités ailleurs, les parents qui veulent offrir une meilleure vie à leurs enfants. Puis quand vous êtes arrivé ici, ça ressemblait à quoi? C'est dans quel quartier? La vie de tes parents en termes de travail? Je sais que typiquement, ils ont plusieurs boulots. Ouais. Est-ce que c'était similaire? C'était similaire. Puis là, je suis en train de vivre, moi j'appelle ça, c'est comme retourner à la source, parce que je suis en train de m'acheter une maison dans la petite Italie. Ah ouais, OK. Quand je suis arrivé à l'âge de 7 ans, on était dans la petite Italie, directement sur la rue Casgrain, pas loin de Saint-Dominique. J'allais à l'école Saint-Jean-de-la-Croix, l'église en face qui est devenue un complexe de condominium maintenant. Oui, Ouais, okay. exactement. J'habitais là. J'ai fait mon enfance là. OK. Puis là, je veux retourner là. Ça a été comme ça. Pour moi, ça a été comment je me suis intégré aussi. Je suis arrivé en plein mois de janvier, en plein mois d'hiver, choc culturel. Puis je me rappelle, ben écoute... Choc culturel climatique ou... Climatique, ouais. climatique et tout. Puis j'ai eu un autre choc à l'école. C'est qu'il y avait beaucoup plus de liberté à l'école. À l'école, je voyais des jeunes qui pouvaient répliquer au professeur. Puis moi, je venais d'Haïti. J'ai dit, quand le professeur parle, tu peux pas répliquer là. Tu peux pas être un petit peu impoli parce que c'était... il y a un truc qui s'appelle igua. C'est comme un instrument, c'est comme un pot de vache, là. Ouais. C'est comme un fouet. On te fouette. Et le professeur doit l'utiliser sur toi. Ben oui, le professeur, puis il y a la bénédiction des parents, là. Puis moi, j'arrive ici, puis je vois que c'est tellement relax. Ça a été un autre choc pour moi. Puis même mes parents, mon père était mécanicien, travaillait très fort. Puis ma mère était dans la manufacture, parce que en Haïti, bon, il faisait les vêtements et puis tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme on avait la base. Mais moi, je me dis toujours, ma mère m'a permis aussi de dire, parce que je m'appelle à l'âge de 7 ans, elle m'a dit, l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est qu'ici, en parlant du Québec, du Canada, qu'on avait toutes les opportunités. Puis ça dépendait juste de moi d'aller saisir ces opportunités-là. Puis moi, j'ai comme grandi avec ce mindset-là pour dire, mais écoute, moi là, quoi que je vais faire là, moi dans ma tête, c'est ce que je vais réussir, puis je vais travailler très fort. C'est pour ça que des fois, quand je vois les gens, c'est difficile, ouais, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais on continue, on persévère. That's it. Exact. Donc tes parents t'ont inculqué non seulement les bonnes valeurs d'argent que par la façon qu'ils agissent ou le travail fort, les efforts, mais aussi de faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Exactement. Puis j'imagine que ça a été la fondation pour tout ce que tu as accompli plus tard. Mais on va commencer justement à parler à comment ça s'est bâti, ton cheminement vers tous tes succès. Bouiné, quand on regarde plusieurs personnes... l'histoire, si je veux dire, de plusieurs personnes qui ont atteint le succès, il y a toujours un montant d'argent qui les ont marqués. Tu sais, par exemple, si on regarde Steve Jobs, il a dû vendre sa vieille voiture, une Volkswagen, à $1 350 pour lancer la compagnie Apple. Ouais. Ce chiffre-là, $1 350, c'est un chiffre qui l'a marqué. Il y a le fondateur de Netflix qui s'appelle Reed Hastings. Lui, là, c'est $40 qu'il a marqué. Mm-hmm. Il a apporté la cassette VHS en retard au Blockbuster. On l'a chargé des frais de retard de $40, puis c'est ça qui l'a incité à lancer Netflix. Donc, quand on lit des biographies d'entrepreneurs ou de personnes à succès, il y a toujours un montant quelconque là, qui a été un tournant dans leur vie. Si je te demande, toi, c'est quoi ton montant? C'est quoi ce montant qui t'a marqué? $500. OK, dis-moi ça plus. $500, c'est très précis. C'est très précis, puis je me rappelle encore, j'ai encore l'image dans ma tête, c'est qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai eu le rêve d'être olympien, parce que je venais de regarder les Jeux olympiques, puis mon idole est devenu Carl Lewis. Okay. Carl Lewis qui avait gagné le 100 mètres, l'homme le plus rapide au monde. Puis moi, je commençais à dire à tout le monde, mes amis, ma famille, qu'importe, tout le monde, moi aussi, je vais être olympien. Carl Lewis, c'est mon idole. Puis un jour, là, je courais aussi vite que lui, sinon plus vite que lui. Puis là, tout le monde me répondait c'est impossible. Mm-hmm.
Ben, Bruni, t'es fou. Puis dans ce temps-là, j'étais dans le quartier Saint-Michel, dans le quartier qu'on dit qui est plus difficile, il y a beaucoup d'immigration, puis tout ça. Puis on me disait, ben, Bruni, t'as pas d'argent. Mhm. T'as pas d'argent, tu sais, pour acheter de l'équipement sophistiqué. Tu sais, les souliers de compétition à 200, 300 $ et tout ça. J'avais pas ça. Puis là, les gens me disaient, ben, oublie ton rêve. OK. Fait que là, j'ai dit, non, je vais pas oublier mon rêve. Même si j'ai pas l'argent, je vais demander, je vais vendre mon rêve, je vais aller voir tout le monde, puis je vais leur dire, écoute, le petit gars là, de 17 ans à Saint-Michel qui veut faire les Jeux olympiques, mais qui n'a pas d'argent, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous embarquez dans cette aventure-là? Là, j'ai commencé à frapper aux portes, frapper aux portes, frapper aux portes. J'avais été dans un restaurant sur la rue Villeray et boulevard Saint-Hubert. Le restaurant s'appelait L'Entretemps. J'ai fait mon pitch. Puis je voyais que le monsieur, c'était comme plus ou moins, c'était comme, ah, qu'est-ce qu'il veut lui? Puis quand j'allais sortir, le monsieur m'a rappelé. Il a sorti son chéquier, puis il m'a fait un chèque de 500 $. Oh, wow, OK. Là, imagine-toi dans ce temps-là, là, la personne que je connais pas, puis là, il me fait un chèque de 500 $. Pour moi, c'était comme, oh my God, je venais de gagner à la loterie, là. Puis Ouais. c'est avec cet argent-là que j'ai acheté mes premières pointes de compétition. Mes premières souliers de compétition que j'ai achetées, là, c'était avec cet argent-là. Wow. C'est pour ça que moi, ça m'a toujours marqué. Puis même à un point tel, bon, là, j'ai commencé à faire mes compétitions maintenant. Puis un moment donné, quelques années plus tard, j'avais essayé de rejoindre le monsieur. Puis après ça, ben, soit qu'il a vendu le restaurant, ça avait changé de nom. OK. J'ai jamais réussi à le rejoindre. J'ai même fait, même encore récemment, j'ai mis sur les réseaux sociaux le propriétaire qui avait l'entretemps entre telle année et telle année. J'ai jamais retrouvé. Oh, wow. Ce gars-là, j'aimerais tellement ça le revoir pour dire l'impact qu'il a eu sur moi, puis l'aide qu'il m'a donné aussi, là, c'est fou, là. C'est une histoire qui va toujours rester à moi, là. Oh, wow, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment inspirant. C'est fou comment des fois, un ou une inconnue qui a été mis par hasard sur notre chemin change la trajectoire au complet, là, vers le positif. Ouais. Mais justement, tu parlais que tu as frappé à plusieurs portes, puis je sais, en lisant un peu sur toi aussi, il n'y a pas toujours eu la sécurité financière. Tu sais, au début de ta carrière, tu as eu à Ouf. dormir dans des stations de train, dans des lobbies d'hôtel. Tu avais un grand rêve, Ouais. mais pas nécessairement tout l'argent. Maintenant que tu es indépendant financièrement, quelle valeur financière ou humaine que tu gardes de tous ces obstacles-là et ces périodes de ta vie? Ben, juste une petite histoire avant que je réponde à ça aussi, là. C'est comme, tu vois, des fois, la perception des gens aussi et tout ça, parce que quand j'ai commencé, puis là, je m'améliorais, mais j'avais pas de commanditaire encore, puis j'avais pas encore l'argent et tout ça. Mais sauf que des fois, les gens me regardaient à la télévision. Ah, on a vu Bernier, il a fait un reportage à la télévision et tout ça maintenant. Et même dans la communauté aussi, on disait, oh, parce qu'on l'a vu à la télévision, il est millionnaire. Ah oui, C'est comme, c'est les médias, là. les médias, Dès c'est que t'es ça. à la télé, là, ils disent, C'est fou. lui, il est rendu, là, il est rendu au sommet, là. Exactement, exactement. Le pouvoir de la télé, les médias, là, c'est fou. Puis là, j'entendais ça. Ah, Denis, ouais, il est millionnaire et tout ça, là, là. Puis là, j'étais comme, wow. Puis j'étais encore dans la période que, écoute, je me rappelle tellement, un moment donné, j'ai emprunté de l'argent. Là, j'étais comme, wow. J'étais gêné. J'étais gêné. Puis là, je me suis dit, quand j'ai remboursé cet argent-là, je pense que je l'ai dit à mon ami, je te donne le double. Oh wow, ça c'est un bon placement. Est-ce que je peux te prêter de l'argent, Bruni? Est-ce que tu donnes encore le double? Je donne plus le double, je donne plus le double. Moi, je vais arrêter d'investir ailleurs, puis Bah, je vais te prêter mon argent en tant qu'investisseur. mon ami l'avait refusé. Puis là, j'étais comme, écoute, puis je me disais, écoute, c'est la dernière fois que je vais me retrouver dans cette situation-là. Je dis, je ne vais plus me retrouver dans cette situation-là. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tu vas t'entraîner, tu retournes chez toi, tu n'as quasiment rien dans ton fridge, là. Puis là, les gens qui pensent que tu es millionnaire, c'est comme, wow, c'est fou. Puis le rapport que j'ai avec l'argent, encore une fois, qu'est-ce que tu fais avec? Oui, tu fais tes placements, tu t'assures que d'avoir assez pour ta retraite, tu partages un peu. J'ai ma fondation que je mets beaucoup de temps et d'énergie et de l'argent aussi dedans. Pour moi, c'est comme si je fais ce que j'ai à faire. T'en as, tu partages, t'es dans la communauté, tu aides ton prochain, puis that's it, c'est tout. Ça en dit beaucoup sur tes valeurs financières et humaines. Moi, j'aime ce que tu partages parce qu'à la fin, il y a toujours cette balance à faire quand on a atteint un certain niveau de succès ou d'indépendance financière entre, oui, comme tu l'as dit tantôt, de garder toujours pour l'avenir, mais aussi de s'assurer d'en profiter au présent aussi, mais aussi s'assurer de
élever les autres autour de nous, ce que tu fais à travers ta fondation. Donc, il y a toujours cette il faut pas s'oublier complètement, mais il faut pas oublier non plus complètement les autres. Exact. Faut pas oublier le présent et d'utiliser l'argent pour se faire plaisir et de faire plaisir aux personnes qu'on aime, mais il faut pas oublier l'avenir. Puis tu as l'air de bien balancer le tout. On va en parler un peu plus tard, justement, de la fondation, mais pour revenir à tous les défis, les sacrifices, les embûches que tu as eues au début de ta carrière et même pendant que ta carrière commençait à avancer. Mais éventuellement, tu as atteint le summum aux Jeux d'Atlanta en 1996. Tu gagnes la médaille d'or au relais 4x100 mètres devant les Américains avec tes coéquipiers. Parle-nous un peu de ce moment de ta vie. Ah, ben écoute, ça a été un moment que je regarde aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans, ça fait pratiquement 27 ans. Je regarde les images, la vidéo, puis ça me donne encore des frissons. Parce que quand je regarde cette vidéo, je me rapporte en 96, il y a personne, il y a aucun média qui disait oh, ben, les Canadiens, ils ont une chance de gagner ou les Canadiens peuvent être un danger pour les Américains. Tout le monde en avait que pour les Américains. C'était USA, USA, même les commentateurs de NBC disaient ben venez voir samedi soir les Américains gagner la médaille d'or. Nous on disait comme ben ouais, écoute, allô, on est là. C'est fou, mais c'est vrai quand tu y penses. Dans ce temps-là, ben encore aujourd'hui, ils étaient une puissance mondiale dans le sprint. C'était fou, mais sur papier aussi. Puis des fois, je peux comprendre les gens parce que sur papier, les Américains auraient dû gagner facilement. Mais sauf que nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que quand on parle d'esprit d'équipe, au niveau de confiance, au niveau de prendre des risques, c'est ça qu'on a fait là. C'est ça qu'on a fait. On a tellement travaillé le côté échange, le synchronisme, comment passer le témoin, tout ça, on l'a tellement fait. Mais écoute, après ça, c'était rendu, on avait tellement confiance en nous aussi pour dire que oui, eux, individuellement, sont plus rapides, mais nous, collectivement, on peut les battre. Puis même avant d'entrer au stade, moi, je regardais le langage corporel de mes coéquipiers, puis je me suis dit, oh yeah, that's it, on va l'avoir. C'était fou, là. On avait confiance à 100% sur nous. Puis c'est pour ça que moi, tous ces outils-là, je me base sur spécifiquement 96. Après ça, on peut parler de 984 aussi, ma meilleure performance sur 100 mètres. Puis je me dis, tout est dans la tête. Tout est dans la tête et dans le mindset, que ce soit en entrepreneuriat aussi, que ce soit en immobilier aussi. Moi, je suis un gars curieux. Je parle aux gens de voir, dans ton domaine, qu'est-ce que tu as pensé avant d'arriver là? Quelle action que tu as fait? Quel risque que tu as pris? Tout ça, là, ça me motive. Je me nourris de ça. À chaque semaine, je promène, je vais dans les entreprises, tout ça. Puis en même temps que moi, je vais donner des conférences et tout, je donne. Je prends aussi. Donnant. Donnant. Je demande à ces entrepreneurs-là, écoute, ton entreprise, mais voyons non, vous êtes 200 employés. Oh my God, comment vous êtes arrivé à avoir 200 employés? T'es parti de rien. Tout ça, là, ça me donne des outils, ça me motive aussi en même temps. C'est fou. Et quand je sors d'une conférence, je suis vidé, là. Le succès, les success stories qu'il y a sur le terrain, c'est comme incroyable. C'est pour ça que moi, des fois, les gens vont me dire, ah, ben, Bernie, des fois, t'es tough. Je dis, ouais, mais tout ça, là, c'est pas des cadeaux. Les entreprises que je vais, les entrepreneurs qui font ça, là, c'est pas des cadeaux qu'ils les ont donnés, là. C'est comme tu travailles, tu crois en ton projet, tu prends des risques. Des fois, c'est des risques vraiment élevés, mais être entrepreneur, c'est comme, en même temps, c'est un casse-cou, là. Ouais. Tu sais, des fois, les gens vont regarder ça de l'extérieur, puis ils vont voir, ben, les gens qui réussissent, ou des fois, si on parle de chiffres d'argent encore, qui vont faire des millions, tout ça. D'après ça, ils vont dire, ah, ben là, lui, il a fait tel million, combien de millions, là. Des fois, les gens vont être envieux, tout ça. Oui, mais avant qu'il fasse le million, quel investissement qu'il a fait? Quel chemin qu'il a parcouru? Les gens oublient ça. Ben, c'est ça. Quand tout le monde dormait, là, puis lui, la nuit, il travaillait encore, le week-end, il travaillait encore, il faisait des sacrifices, il voyait moins sa famille ou il faisait des sacrifices par rapport à sa santé parce que toute son énergie et ses efforts et son argent étaient dédiés à l'entreprise. Ben oui. Des fois, les gens veulent pas voir ça ou oublient ça ou ne regardent pas ça. Ils regardent juste l'arrivée. Ils ne regardent pas le chemin que cette personne a dû parcourir. Ben non, mais c'est ça. Les gens, c'est... Tu sais, des fois, je me fais tester, puis moi, des fois, quand je me fais tester, puis je teste les gens aussi, les gens disent, ah, ben écoute, le dernier exemple que j'ai eu, c'est comme, ouais, Bruni, tout le monde te connaît, tu devrais faire tel business, ça va tellement marcher, ça va marcher, ça va fonctionner. Ah, moi, je sais pas. Premièrement, je le file pas. Oui. J'ai dit, OK, mais, ouais, mais l'argent.
Si tu penses que c'est tellement facile, whatever, toi, mets l'argent. Puis je vais te charger un truc De consultation. d'image et tout, Ouais. puis on va le faire. Euh, 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 c'est plus pareil, là, parce que c'est toi qui mets l'argent. Ouais, exact. C'est toujours une bonne idée, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, mais qui se lancent pas en affaires. C'est ça. Ils ont toujours la peur de sortir de sa zone de confort et de prendre le risque. Pas tout le monde qui ont ce mindset-là de façon naturelle. C'est ça, il faut du guts. Il faut du guts. Faut du gars. Mais pour revenir à quand vous avez gagné en 1996 la médaille d'or, moi je me souviens, Bruni, j'avais 12 ans et puis je me rappelle encore, même si j'étais jeune, parce que mon père le regardait avec moi, mais moi je me rappelle ça, la fierté venait beaucoup aussi en tant que fils d'immigrant, là. Tu sais, moi aussi je suis de descendance haïtienne, caribéenne, puis Ouais. cette réussite-là m'avait touché parce que vous quatre, toi, Donovan Bailey, Glenn Roy, Gilbert et puis Robert Smith, vous êtes tous pas nés au Canada, là. Vous êtes descendants de différents pays des Caraïbes. Donc, moi, je trouve ça quand même formidable que le Canada vous a tous donné une opportunité, comme plusieurs immigrants, et vous avez ensuite rendu l'appareil dans un sens en gagnant cette médaille Ouais. en retour à notre pays, qui est le Canada, notre terre d'accueil de nos parents. Donc, je trouve ça vraiment inspirant. Ça m'avait beaucoup inspiré dans le temps. Puis nous aussi, quand on regardait, moi, quand j'étais sur le podium, quand on entendait l'hymne national, puis sur le grand écran, on repassait la vidéo de la course. Puis là, tu vois le drapeau du Canada, ça ici, tu dis, wow, OK, on vient de faire cette performance-là, puis écoute, voici, le Canada nous a donné cette opportunité, on a été le chercher, voilà le résultat. Puis moi, des années plus tard, puis je me rappelle, été donné une conférence, puis je me rappelle, la personne a dit, Bruni, je me rappelle quand on a gagné en 96, j'étais telle place, telle place. Là, je me rends compte que la personne venait de dire, je me rappelle quand on a gagné. On a gagné, comme si cette Tu personne-là vois? courait avec toi, là. Tu vois? Fait que là, j'étais comme, wow. Mais après ça, j'étais plus alerte à ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent, hey, on a gagné. Tu sais, c'est pas Bruni puis ses camarades et puis tout ça. Exact. C'est comme nation, comme Canada. Puis j'étais comme, wow. Puis de faire partie de ça. Puis 27 ans plus tard, je te le dis, Ruben, encore, je vais j'ai fait une conférence écoute, vendredi dernier. Les gens me parlent encore de ça. Puis je suis comme, wow. C'est marqué. C'est fou. Puis pour moi, c'est comme, écoute, c'est un fairy tale, là. C'est comme un rêve. C'est malade. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Mais tout ça, là, je l'avais rêvé. Je l'avais rêvé. Je l'ai travaillé. On l'a travaillé. Comme tu disais tantôt, au début, pas d'argent. Je dormais dans les stations de train parce que j'avais pas d'argent. Il y avait de la grève et tout ça. Oui, j'essayais d'entrer dans les compétitions. Puis on me disait que j'étais pas assez fort, j'avais pas de niveau. Puis on m'a montré la porte. En même temps qu'il y a des athlètes qui étaient plus forts que moi, qui se moquaient de moi, puis qui riaient de moi, qui trouvaient ça drôle. J'ai vécu tout ça. Mais dans tout ça, là, je me suis dit, un jour, je vais y arriver. Et j'ai persévéré. Je me suis accroché à mon rêve, puis je l'ai réalisé. Donc, c'est pour ça aussi que, après ma carrière sportive, je me suis dit, mais écoute, qu'est-ce que je fais avec tout ce bagage-là? Avec toute humilité, je me suis dit, écoute, moi, je vais aller voir, premièrement, les jeunes aussi, pour leur dire, hey, vous autres aussi, vous avez un rêve, là, allez-y. Allez-y. Peut-être il y a des gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable, il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes loser. Vous-même, vous allez vous mettre des barrières. Peut-être que c'est trop, whatever. Écoute, go, 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 go. Ça vaut la peine de vraiment y aller jusqu'au bout. Je veux pousser les gens. J'étais au HEC dernièrement, puis les jeunes entrepreneurs, je les poussais. J'ai dit, écoute, moi, je veux que vous me challengez, mais moi, je vais vous challenger. Pourquoi je veux vous challenger? Parce que je veux que vous y allez, là, vous y allez. Pas de doute. Let's go. On est capable. Puis, une fois que tu as réussi ce grand accomplissement-là, au niveau financier, quel changement ça a apporté dans ta vie, cet événement-là? Devenir un médaillé d'or? Le jour et la nuit. C'était vraiment le jour et la nuit. Oui, avant la médaille, j'avais quand même gagné les championnats du monde et tout ça, mais ça a mis un plus. Mais après ça, les invitations, après, c'était, écoute, c'était business class. Puis souvent, c'était, tu sais, comme les athlètes, on est beaucoup. Puis des fois, souvent, on nous mettait comme deux dans la chambre automatiquement, les tops. Après, ta propre chambre. Puis des fois, c'était des suites. Puis t'avais ton appearance money. Juste pour te montrer à la compétition, t'avais des montants d'argent, plus tes bonus, plus tes commanditaires. Écoute, surtout quand j'étais avec Nike, après que j'ai fait le 984, c'était irréaliste, c'était fou.
les commerciaux que je faisais, que ce soit à Montréal, à Toronto, j'allais à Los Angeles, puis c'était la limousine. Écoute, des suites incroyables, puis c'était des soupers de 10 000, 15 000 dollars. C'était comme, puis ça, c'était pas une fois, là, c'était comme courant, là. Puis là, à un moment donné, je suis comme, hey, c'est incroyable, ça. C'est pas réel. Tu sais, mais à un moment donné, je me suis dit, un jour, ce sera pas toujours comme ça, mais on va en profiter là. Mais c'est intéressant. Parlons de ça justement, Brunet, parce que plusieurs athlètes, lorsqu'ils atteignent le point culminant de leur carrière, ça s'accompagne souvent avec un peu d'excès. Hein? Un peu, je dis un peu pour être poli, là, avec beaucoup d'excès des fois, les grosses dépenses, voitures luxueuses, maisons dans des quartiers cossus, etc. Et malheureusement, certains d'entre eux finissent éventuellement par tout perdre, là, on le sait. Il y en a qui finissent en faillite. Il y a des exemples notables comme le champion de boxe Mike Tyson, la légende du soccer Diego Maradona. Quand on va dans le basketball, il y a Allen Iverson. Donc, il y en a dans plusieurs secteurs, plusieurs types de sports. Ouais. Comment on reste de pied sur terre quand on atteint tout ce succès personnel et financier? Comment on s'assure de ne pas virer fou, là? Mais moi, dans mon cas, premièrement, oui, il y a eu le côté des parents. L'éducation, ça, c'est de un. Puis il y a eu la famille aussi. Moi, ça a été mon équilibre. Je me suis marié, j'ai eu des enfants pendant que je faisais la compétition, tandis que les gens, vous savez, les gens vont toujours parler, les gens disaient que ça va être une distraction pour moi et tout ça. Mais moi, ça a été ça, mon équilibre. Parce que si t'as pas cet équilibre-là, oui, tu peux perdre la pédale. C'est sûr, là. Écoute, j'arrive en limousine, tout ça, bodyguard, gros restaurant, c'est sûr que ça peut te monter à la tête, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, wow, c'est fou, mais garde tes deux pieds sur terre. Garde tes deux pieds sur terre, garde tes deux pieds sur terre, c'est fou. Puis en même temps, moi, je l'ai vu, ça. J'ai vu des athlètes perdre les pédales. J'ai vu des athlètes. Bon, c'est sûr que l'athlétisme, c'est pas comme le basket. On n'a pas des salaires de 30 millions, pas 40 millions comme ces gars-là, mais à une plus basse échelle, mais quand même, c'est de l'argent considérable. Mais j'ai vu des athlètes parce que je me suis entraîné aussi beaucoup aux États-Unis. Je me suis beaucoup entraîné à UCLA en Californie, tout ça, puis je voyais des athlètes arriver à l'entraînement, une voiture neuve, ou ils stationnent devant la piste. Le lendemain, une autre voiture différente. Ah, ouais. Là, j'étais comme, t'as 4-5 voitures, puis des fois, c'est comme, on t'offre X milliers de dollars, 25-30 000, puis là, tu te dis, ben, ça te tente pas, tout ça. Écoute, je l'ai vu, ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que des années plus tard, il y en a 3-4 aussi que je connais personnellement, puis que ça a été, la transition a été difficile. Ça a été même très, très, très difficile, puis je lisais leur histoire, c'était comme ça faisait mal au cœur, là. Mais quand tu vis ces moments-là, ils ont perdu la notion, ils ont perdu les pédales. Ouais, toi, t'as eu assez de discernement pour te dire, je vais faire attention que ça se répète pas aussi par rapport à moi-même personnellement. Bruni, là, on arrive aux Olympiques. Il y a une question que les gens se demandent tout le temps quand on est dans la période des Olympiques. On parlait de ta médaille d'or que tu avais gagnée en 1996. La médaille elle-même, c'est quoi sa valeur monétaire? La médaille comme telle, à Atlanta, ils ont dit que c'est la première fois qu'ils ont mélangé du vrai or avec la médaille. Il y a 6 onces de vrai or pur dans la médaille. Fait que si on garde 6 onces aujourd'hui, l'or est quoi? Presque 1800, 1900? Arrondi là à 2000, c'est 12 000, mais sauf que c'est au point de vue de valeur, c'est quelque chose qui a pas de prix, là. Oui, la valeur sentimentale, c'est sûr. Ben c'est ça. Mais pour le prix, ce serait 6 onces de vrai or dedans. C'est ça, j'avais regardé un peu là-dessus. Les gens ne savent pas nécessairement, c'est que la médaille n'est pas faite entièrement d'or. Là. Il y a beaucoup d'argent dedans aussi, le métal argent. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'il y a certains... Toi, tu viens de me dire qu'il n'y a pas de valeur sentimentale. J'imagine que tu ne vendras jamais ta médaille. Jamais. Okay. Malheureusement, parce que tu dis ça, j'ai vu des athlètes, en même temps, ils étaient dans une situation vraiment très, très, très difficile parce qu'ils ont été obligés de vendre leur médaille pour survivre, dans le fond. Mais ça, je respecte ça aussi, mais je trouve que c'est dommage. Mais écoute, tu fais ce que tu as à faire. Hein. Il y en a un, c'était parce que c'était des trucs médicaux, puis il n'y avait pas d'assurance, puis il n'y avait pas de choix. C'est ça. Mais c'est difficile. En regardant un peu d'informations là-dessus, j'ai vu, comme tu viens de dire, il y en a qui le vendent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a d'autres, des fois, qui le vendent pour fin de supporter une cause, un organisme, un peu dans des encans, dans le fond, pour une bonne cause. Ouais. Mais justement, les données montraient qu'il y a la valeur
par rapport aux métaux précieux dedans, qui peut varier, comme tu dis, dépendant du prix de l'or ou de l'argent. Mais après, dans des ventes aux enchères, il y en a qui ont réussi à vendre la médaille entre 20 à 50 000, là, parce que ça dépend vraiment de la qualité de la médaille, de la réputation de l'athlète qui l'a gagné, puis de quels Jeux olympiques. Tu sais, il y a des Jeux olympiques qui peut-être avaient plus d'attention ou quoi que ce soit, puis ça peut se vendre de 20 à 50 000, mais la médaille d'or de Jesse Owens, des Jeux olympiques de 1936 à Berlin, là, on sait que c'était quelque chose, là. Ces Jeux olympiques-là, ça s'est vendu pour 1,5 million en 2013. Donc ça, c'est dans les... ça me les plus surprend élevés. Ça me surprend pas. Exactement. Mais si on continue avec ton histoire, là, on va aller en 1999, Brunet, championnat du monde à Séville, en Espagne. Là, tu as accompli une autre réalisation incroyable en devenant un des hommes les plus rapides de tous les temps, là. Raconte-nous un peu cette étape marquante de ta vie. Ça, c'était à 32 ans. J'avais tellement, au niveau psychologique, j'avais tellement fait de visualisation que je courais dans ma tête plus vite que mon idole, que pratiquement au début, 95% de la population disait que j'étais fou. Carl Lewis, on parle bien de Carl Lewis. De Carl Lewis, exactement. Puis à l'âge de 32 ans, championnat du monde, je regarde le tableau indicateur après la finale. Maurice Green, l'Américain, qui gagne en 9,80, presque record du monde. Et moi, photo finish, 9,84. Après ça, bon, il y a la cérémonie de protocolaire pour les médailles. Là, je fais des entrevues avec des journalistes à travers le monde. Et c'était incroyable. Ma conjointe était là, puis c'est le fun. Mais là, tous les médaillés, on se fait tester le test antidopage. Puis là, c'est comme si je redescendais sur terre. Puis là, je me rappelle, j'avais demandé à ma conjointe, j'ai vraiment couru 9,84. Puis c'est là que j'ai eu un film qui m'est venu instantanément, que je me revoyais à l'âge de 17 ans, justement, avec ce rêve-là. Je venais de voir Carl Lewis et je courais plus vite que lui un jour. Puis les gens qui riaient de moi, et ainsi de suite. Puis le film s'est terminé par mon premier entraîneur qui me disait, ben écoute, visualisation, the me I see is the me I'll be. Oh wow. C'est comme le moi que je vois est le moi que je serai. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais plus rapide. Je ne courais plus rapide que Carl Lewis. La personne qui t'a inspiré, là. Ouais, la personne qui m'a inspiré. Wow. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est fou. Mais ça a pris 15 ans. Après 15 années, ça n'a pas été instantané. Ça a été 15 de travail, de blessures, de résilience. Mais finalement, ça vaut tellement la peine. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir pour me dire, écoute, grâce à le travail, la persévérance, écoute, on peut réussir de grandes choses. Là. Puis moi, je dis toujours que je suis pas meilleur que personne. C'est pour ça que quand je vais dans les conférences aussi, que je dis aux gens, dans le domaine que vous êtes, let's go, là. Let's go. Il n'y en aura pas de facile, il n'y aura pas de cadeau. Sois prête à relever tes manches, là, puis that's it, let's go. Pas d'excuses. On peut tout accomplir quand on rêve, on visualise, puis après on met les efforts, puis même en mettant les efforts, on n'abandonne pas quand la vie nous envoie des défis. On peut tout accomplir. Exact. Comme je te dis, c'est les mêmes outils, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ton domaine, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est la même formule. That's it. C'est une question d'état d'esprit et de mindset. Ouais. Justement, on parle de différents domaines. Quand je regarde mes clients qui évoluent plus dans le monde plus traditionnel, là, des affaires ou dans les milieux corporatifs, la retraite. La retraite est une étape significative de leur vie. Une partie de mon travail, c'est de faire de la planification de retraite et de les aider dans cette transition-là. Et puis, Brunet, je vais te dire, cette transition-là n'est pas toujours évidente, hein, parce que tout d'un coup, on se retrouve avec beaucoup de temps. Ouais. Avant, on allait travailler ou quoi que ce soit, on gérait notre entreprise. Puis, il y en a qui vivent ça difficilement, surtout quand leur identité était très liée à leur carrière ou au poste prestigieux qu'ils occupaient. Souvent, quand on se présente, je suis le PDG 2 ou j'ai parti telle entreprise. Au moment de la retraite, on perd tout ça. Donc, perdre un peu cette identité, ce pouvoir, ce prestige, ça peut créer une remise en question. Puis, ça peut affecter les gens de façon psychologique. Est-ce que c'est la même chose dans le monde du sport? Toute la transition vers la carrière post-olympique ou post tout ce qui est athlétisme. Est-ce que tu vois ça aussi autour de toi ou toi personnellement? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Puis moi, j'ai été conscientisé par ça. Je pourrais dire un peu par la force des choses, un peu par hasard peut-être, parce que à un moment donné, la première fois que j'entends un athlète olympique lors de sa transition, qui a eu de la difficulté, ainsi de suite, puis ça a même été jusqu'à la dépression. Ah oui. La première fois que j'entends ça,
dépression, ancien athlète, transition, j'y croyais pas. J'ai dit, ben voyons, c'est n'importe quoi. J'y croyais pas du tout, mais pas à 1%. Puis là, après ça, j'étais plus alerte. Un autre athlète, un cas, transition, difficile, pas toujours évident, Mais là, moi, qu'est-ce que je fais? J'anticipe. J'appelle un ancien athlète. Puis j'avais entendu dire qu'ils ont eu des défis aussi. J'ai appelé cet athlète-là. Avec l'échange, on m'a dit, ben écoute, Bruno, tu sais quoi? L'athlète que tu étais de haut niveau, ainsi de suite, c'est comme si tu étais au milieu d'un cercle. Puis là, tu as ton entraîneur, ton agent, ton psychologue, tout le monde est là. Nutritionniste, il y a comme une équipe. Nutritionniste, exactement. Toute l'équipe est là pour toi, là. Fait que là, toi, ben, dans le fond, tu t'entraînes, puis tes compétitions, c'est ton manager qui le book, tes billets d'avion. Toi, tu t'entraînes d'attitude. Mais là, quand tu as terminé tout ça, là, tu n'as plus de fédération derrière toi, là. Psychologue sportif, ben là, tu fais plus de sport. Tout ça, là, tu l'as plus. Fait que tu es comme à toi-même. Fait que la clé là-dedans, c'est de te préparer. C'est de te préparer avant que tu arrives à ce niveau-là pour dire, ben écoute, à ta retraite, admettons que c'est dans 1 an ou dans 2 ans, qu'importe, voici ce que je dois faire pour te préparer à passer à travers ça. Fait que quand je dis, ah, OK, c'est là que j'ai commencé à mettre sur papier. J'ai commencé à écrire sur papier. Ah, OK, j'aimerais ça avoir ma collection de vêtements. OK, moi, là, OK, je me rappelle, si le monsieur qui m'avait donné le $500, là, quand j'avais pas d'argent, aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui sont dans la même situation que moi. J'aimerais ça me partir d'une fondation. Je l'écrivais sur papier. J'avais plein de choses que je faisais pour papier. Communication. J'aimerais ça faire analyste aux Jeux Olympiques. J'ai pris des cours. J'étais à Promédia à prendre des cours de radio, de télévision. Mais tout ça, je l'ai préparé. Dans ma transition, là, sais-tu quoi? J'ai pris ma retraite en fin juillet. Au mois de septembre, je bâtissais ma maison. J'avais acheté mon terrain. Je dis, écoute, voici ma maison de rêve. J'avais fait mes plans. On déménage. On commence la fondation. On commence ma collection de vêtements. Boum. Puis jusqu'à maintenant, je touche du bois. Ça a été ça ma préparation. Et je continue. Mais peut-être que si j'avais pas fait cet exercice-là, puis un moment donné, je me dit, ben, OK, mais là, je fais quoi là maintenant? Je sais pas qu'est-ce qui est passé. Je te dirais 2 ans avant cette retraite sportive-là, j'ai préparé qu'est-ce que je voulais faire. C'est vraiment intéressant parce que quand tu te mets à la place de ces athlètes-là, tu es comme un peu, une fois que tu atteins le summum, le centre de l'univers, hein? Tu es comme une rockstar, un dieu même. Puis quand c'est fini, l'attention n'est plus là et tout. Les gens qui sont beaucoup aussi dans les médias ou dans le monde de l'art, ils disent ça aussi. S'ils perdent cette attention-là, on peut sentir un vide comme un deuil. Donc, si on remplit pas notre temps, si on n'a pas de plan, ce que j'ai compris que tu as fait pour t'aider dans ta transition, toi, tu avais déjà beaucoup de choses que tu pouvais te lancer dedans ou accomplir pour remplacer tout le temps que tu dédiais à ta carrière sportive. Donc ça a aidé beaucoup à la transition. Ça aide beaucoup. Puis encore une fois, c'est une question de mindset aussi. C'est une question de mindset encore, de te préparer. Exact. Oui, il y a le côté physique, tout ça, mais il y a le côté psychologique aussi. De dire, OK, mais là, c'est vraiment terminé. Là, tu passes à une autre étape de ta vie. Puis là, ta réalité, c'est ça. Puis tu vis là-dedans. Ouais. Des athlètes que si ton objectif vraiment comme athlète, c'est toujours d'avoir le spotlight à tous les jours sur toi. Tu auras de la difficulté. Là, tu vas avoir de la difficulté. Même si tu as d'autres projets, le spotlight, il est moins là. Ouais. Il est moins là. Ça, c'est sûr. Mais tantôt, tu as mentionné comment les athlètes sont très bien entourés et accompagnés. Là, quand tu parles psychologue, entraîneur, nutritionniste et tout. Qu'est-ce qu'il y en est du côté financier? Est-ce que tu mettais de l'argent de côté quand tu étais encore athlète? Là, je parle. Est-ce que tu mettais de l'argent de côté? Et comment tu t'es assuré d'avoir épargné assez? Est-ce que tu t'étais accompagné par des professionnels financiers? Ouais, j'étais toujours accompagné avec des professionnels. Moi, ça a toujours été ça, d'essayer d'être entouré, d'être encadré le plus possible. Comme par exemple la maison de rêve. Je l'ai fait comme après, à la retraite. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'aurais voulu l'avoir avant. Fait que là, je dis dans ma tête, OK, ma maison de rêve. Mais là, OK, non, t'es pas prêt pour ça. Attends. Dépendamment de tes dépenses, tes avoirs et tout ça, de dire, écoute, essaye d'avoir assez, comme je fais présentement. Comme maintenant, tu dis, écoute, t'en gardes pour ta retraite, parce qu'on sait aussi aujourd'hui, de plus en plus, tout coûte plus cher. L'inflation et tout ça. Là, tu dis, écoute, à ma retraite, voici combien j'ai besoin pour vivre, mais tu fais tes placements en considération, tu le prépares. Ça. Moi, ça a été la même chose. Dans ce temps-là aussi, j'avais des gens professionnels qui étaient avec moi, qui me dirigeaient, qui me conseillaient pour me dire, par exemple, non, cette dépense, attends ou non, fais pas cette dépense-là. Puis j'ai écouté parce que je me dis, moi, je suis pas professionnel.
tu es dans mon équipe, c'est toi le professionnel, je vais t'écouter. Comme mon entraîneur qui va me dire, ben aujourd'hui, c'est des 150 mètres qu'on fait et non des 300 mètres, j'écoute l'entraîneur parce que c'est lui le spécialiste, c'est pas moi. Moi, je suis l'athlète, j'exécute, l'entourage est là, on y va ensemble. Chacun a son rôle à jouer. Mais moi, j'ai toujours été comme bien entouré, puis heureusement. C'est d'autant plus important pour les athlètes, puis on dit le mot retraite. Les athlètes ont vraiment une situation unique quand on parle de retraite parce que ils ont une carrière exigeante qui les garde vraiment occupés. Donc, moins de temps pour s'occuper et de même penser à leurs finances, mais leur carrière peut être vraiment imprévisible. Quand on regarde les professions standards comme moi, par exemple, dans le domaine du conseil financier et des investissements, ma carrière totale va être autour d'une durée de 40 ans, là, tandis que les athlètes, ça peut être en 10, 15, 20 ans, dépendant du sport. Et même là, une blessure peut subitement mettre fin à la carrière bien plus tôt de ça. Tu sais. Donc, il faut vraiment penser à ça puis commencer à planifier à l'avance au cas où. Puis souvent, quand on a du succès, la fortune arrive d'un coup. Tu en parlais tantôt quand tu as gagné tes médailles. Tout d'un coup, les opportunités s'ouvrent. Donc, si on n'a pas quelqu'un pour nous aider à garder une certaine rationalité, une logique, puis de faire attention à bien gérer tout ça, on peut arriver plus tard pour réaliser qu'on n'avait pas pris les bonnes décisions pour bien s'arranger d'être toujours correct pour toujours. D'ailleurs, là, aujourd'hui, je suis animateur de podcast avec toi, mais je vais juste mettre mon chapeau. On parlait de chapeau tantôt. Mon chapeau de conseiller financier, parce que le but du podcast aussi, c'est de faire l'éducation financière. Il faut dire qu'il y a un outil très avantageux pour les athlètes amateurs que plusieurs ne connaissent pas. C'est la fiducie au profit d'un athlète amateur qui participe à des compétitions internationales. En fait, imagine tous les prix en argent, les rémunérations pour apparitions publiques ou les bourses, les commandites qu'on reçoit. Quand c'est reçu, c'est imposable dès qu'on le reçoit. Donc, s'ils sont élevés, on peut payer beaucoup d'impôts. La fiducie que je parle en ce moment, c'est une structure qui permet de reporter ces impôts-là jusqu'à environ 8 ans après la retraite sportive. Donc, quand on pense à ça, l'argent est mis dedans. Il y a des revenus de placement qui sont générés à l'abri de l'impôt. Et puis, c'est comme un peu un compte spécial exonéré d'impôts, là, comme un peu le REER. Ouais. Donc, c'est un outil d'optimisation fiscale et d'accumulation financière vraiment efficace durant la carrière sportive. Donc, si vous êtes un athlète amateur, parlez-en à votre conseiller, ça peut peut-être vous convenir, c'est très important. Bon, là, je close la parenthèse du conseil financier. C'est correct, c'est correct. Je reviens à toi. Donc, justement, on parlait de ta retraite, puis tu as fait ton plan, tu as construit ta maison, tu as fait aussi une transition vers le monde des affaires. Parle-nous un peu de ça. Tu t'es lancé dans quoi, dans quel projet entrepreneurial, et on veut en savoir un peu plus. Ma mère était couturière, donc je suis né dans la mode, je suis né dans écoute tes habits, ça doit être propre, ça doit être bien repassé et tout ça. Chez Nike, je me rappelle, j'étais à la maison mère. Puis comme athlète de haut niveau, je donnais toujours mes feedbacks, comment je me sens dans le vêtement, le confort. Puis j'étais assis avec les top designers à la maison mère à Beaverton. J'ai adoré l'exercice. Là, les designers me disaient, écoute, voici les nouvelles tendances, les tissus et tout ça. Puis mon rêve d'avoir ma collection de vêtements a commencé chez Nike. Je me suis dit, écoute, je vais trouver une équipe, je vais avoir ma collection de vêtements. Ça, c'était dans les projets que je te dis, là, que je commençais à préparer mon après-carrière. Puis, c'est exactement ce que j'ai fait. Après la carrière, j'ai commencé à faire des voyages. J'étais en Corée, voir les manufacturiers. J'ai commencé à faire des samples. J'ai commencé à faire des approches ici. J'ai commencé à faire mes vêtements un peu tout seul. Après ça, j'ai eu des partenaires. Après ça, on l'a mis en pause, les défis. Après ça, je suis reparti avec une autre équipe. On était dans une grande chaîne ici au Québec pendant 10 ans. Puis là, on n'est pas en magasin présentement. Il y a eu un nouveau président. Tu sais, les défis, il y en a toujours dans tout. Le nouveau président ne trouvait pas nécessaire d'avoir ma collection dans la chaîne. Puis il nous a enlevé. Ça a été vraiment très difficile, point de vue financier, premièrement, et point de vue de fierté aussi, parce que c'était le fun, c'est quelque chose que je voulais. Mais je veux continuer. Maintenant, c'est comme en pause, il y en a pas, mais c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Puis récemment, ça fait pratiquement 7-8 ans que je collabore un peu au niveau marketing avec la compagnie Au Noir, qui font des habits, des chemises pour hommes et ainsi de suite. Puis j'ai poussé la note, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça avoir une collection avec vous, avec eux. On vient de lancer notre deuxième collection, Bruni-Serin par Au Noir. Et puis, jusqu'à maintenant, ça va super bien. Les gens peuvent l'acheter online et dans plusieurs magasins indépendants à travers le Canada. Ah, vraiment intéressant. Et du côté immobilier, ça, c'est l'autre côté entrepreneurial ou investissement où tu as un certain focus? Oui, j'avais commencé par acheter plusieurs condos à Montréal que j'achetais puis je revendais. Là, il m'en reste un.
Là, avec les taux d'intérêt aussi qui augmentent, c'est un petit peu plus difficile. Pour les condos, je mets une pause là-dessus. On a un projet à Sherbrooke où est-ce que je suis investisseur, des complexes résidentiels. Premièrement, je suis investisseur dans un fonds qui est impliqué avec 4 terrains et j'ai investi directement dans un des complexes à Sherbrooke. Et puis, j'investis dans 2 projets à Luc Poirier. Donc, en immobilier, c'est pas mal les avoirs que j'ai. Tu vois, encore une fois, s'entourer. Luc Poirier, vraiment un homme vraiment remarquable. Je vois les coups qu'il fait. Il faut du guts aussi. Ben, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Oui, il fait de l'argent. C'est un entrepreneur. Il prend des risques aussi. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est comme, je pourrais dire, un de mes mentors, un modèle à suivre. Il faut aussi avoir des mentors et des gens qui ont réussi et apprendre d'eux aussi. Absolument. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que tu t'assures aussi de faire une bonne diversification aussi, ce qui est un des principes clés pour réussir en investissement. Ouais. Puis, comme tu le sais, on est sur un podcast qui parle d'argent. De l'argent, on gagne de l'argent, on dépense de l'argent, on investit de l'argent, on le fait fructifier. Mais l'argent sert aussi à faire du bien, à le partager, à donner au suivant, comme on a dit plus tôt. Ouais. Donc ça, tu le fais très bien et beaucoup à travers ta fondation. Parle-nous un peu de ta fondation. Ben, la fondation, dès que j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à mettre sur pied des gens qui vont être dans mon équipe. Après ça, on a fait un CA. On a commencé à faire en 2003 un tournoi de golf. C'était à La Chute. Première année, on a amassé à peu près 30 000 $. Puis d'année en année, on a fait ça. On a fait le tournoi de golf pendant pratiquement 6-7 ans. Après ça, on a été pour l'option plus de faire des soirées entertainment, de levée de fonds. Ça a super bien fonctionné. Puis depuis le début, on a donné un petit peu plus de 2 millions, que ce soit en bourse par études, où est-ce que moi et plusieurs autres conférenciers, on a été dans les écoles aussi, encourager nos jeunes. J'ai organisé plusieurs camps d'entraînement avec des jeunes ici, que ce soit dans le soccer, football, athlétisme, ainsi de suite. On les a amenés dans un camp professionnel, où est-ce qu'il y a des professionnels aussi qui s'entraînent là. Moi, je leur donnais des formations à tous les jours. J'étais vraiment, vraiment impliqué. Puis vraiment fier de ça. Mes employés, dans ce temps-là, j'ai un employé qui mettait pratiquement la moitié de son temps à la fondation. Puis c'est moi qui payais le salaire. Je sais que j'aurais pu dire, ben écoute, une partie de son salaire, c'est la fondation, tout ça, mais je voulais jamais comme mêler les deux. J'ai dit, j'aime mieux dire, ben écoute, premièrement, je mets mon temps, puis ça va être mon investissement aussi à la fondation. Je voulais pas mêler mon argent et la fondation et tout ça. C'est comme deux choses séparées. Puis moi, quand je regarde ça, pourquoi je l'ai fait? Il y a des gens qui m'ont supporté. La population, les gens au Québec, au Canada. J'étais choyé de la vie, si on peut dire. J'étais bien supporté. Puis moi, c'est mon petit grain de sel donné en retour à la communauté. Puis ça me fait plaisir à le faire. Wow, c'est vraiment inspirant. Tu as reçu, puis là, tu donnes au suivant. Puis qui sait, un athlète va avoir une opportunité que indirectement ou directement, tu vas avoir ouvrir une porte que tu vas avoir ouverte. Puis ça va peut-être être quelqu'un d'autre qui apporte à la communauté, à la société, et ainsi de suite. Hein? C'est comme ça qu'on s'assure que la roue tourne. Il y a un effet boule de neige de bien qu'on fait. Bruni, pour finir, les Olympiques sont dans quelques jours. À la place de te demander tes prédictions sur qui va gagner ou quel pays qui va remporter le plus de médailles, je vais te demander plutôt quel conseil financier ou humain, là, on va pas rester, tu donnerais aux athlètes et aux médaillés des Jeux de Paris? Quel conseil financier? Ben, c'est de dire, ben, écoute, gâtez-vous un petit peu, parce qu'il faut vivre quand même, mais gâtez-vous selon vos moyens. On peut se gâter, mais selon nos moyens. Faites pas trop de folie parce que demain, vous allez avoir besoin de cet argent-là. Oui, il faut en profiter, mais toujours penser au lendemain. Moi, c'est le meilleur conseil. Puis, le côté conseil humain, c'est have fun, enjoy. C'est ça. La vie est courte, il faut en profiter aussi. Absolument. Bruni, ça a été un privilège d'avoir non seulement une icône du sport, mais aussi, comme qu'on a découvert aujourd'hui, un homme généreux, un modèle d'inspiration pour nous tous sur le podcast aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Bruni. Ben, merci à toi. Ça a été vraiment un plaisir. Puis félicitations. Tu étais bien préparé. Moi, je suis toujours bien préparé. Moi, je niaise pas, là. C'est pas tout le temps qu'on reçoit Bruni Suret. Moi, j'ai lu le livre, j'ai fait de les recherches. C'était bien. J'ai bien aimé ça. C'est bon. À tous les auditeurs et auditrices, on se revoit au prochain épisode de l'Investisseur transformé. D'ici là,
On va se réunir tous pour envoyer toutes nos pensées et encouragements à ces athlètes courageux qui vont nous représenter aux Olympiques de Paris. On salue vos efforts, on salue vos sacrifices pour être rendus là et on vous souhaite bon succès. À la prochaine. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.